Après l'adhésion de Terre-Neuve et Labrador au Canada en 1949, Joseph Smallwood est devenu le premier premier ministre de la nouvelle province. Il a annoncé qu'une priorité de son gouvernement libéral serait de développer, diversifier et moderniser l'économie provinciale. Un élément central de cette stratégie consisterait à construire une centrale hydroélectrique à Churchill Falls. L'énergie hydroélectrique est une forme d'énergie renouvelable qui utilise la force motrice de l'eau, une chute de grande hauteur par exemple, pour produire de l'électricité. L'un des problèmes auxquels Smallwood a dû faire face était que la province ne possédait ni l'expertise ni l'argent nécessaire pour mener à terme tous les projets d'expansion industrielle dont il rêvait. Smallwood a donc décidé de faire appel à l'aide extérieure. En 1952, il s'est rendu en Angleterre pour rencontrer un groupe d'éminents banquiers et industriels. Il avait une proposition à leur faire. Allait-il accepter de développer les ressources naturelles de Terre-Neuve et Labrador en échange de grandes étendues de terre situées dans la province? Sous la direction de l'important groupe Rothschild, plusieurs entreprises ont accepté l'offre de Smallwood, puis elles ont formé un consortium en 1953. Un consortium est un groupe de personnes ou d'entreprises qui unissent leurs ressources pour réaliser un objectif commun qu'un seul membre du groupe aurait de la difficulté à réaliser seul. Ce consortium, formé en 1953, a pris le nom de British Newfoundland Corporation, mieux connu pour son sigle, Brinco. Tel que promis, le gouvernement Smallwood a octroyé à Brinco de vastes droits fonciers et relatifs à l'eau. Le fleuve et les chutes Churchill faisaient partie de cette entente. En 1958, Brinco a créé une filiale pour développer le projet de Churchill Falls. On lui a donné le nom de Churchill Falls Labrador Corporation, CFL Co. Brinco possédait 80% de CFL Co. et elle a vendu les 20% restants à Shawinigan Engineering Company, dont le siège était situé au Québec. Le développement de la centrale de Churchill Falls représentait un défi de taille. La principale difficulté était que le site était très éloigné. Pour être rentable, la centrale serait forcée de vendre son électricité aux énormes marchés du Canada et des États-Unis. Mais ces marchés étaient à des centaines de kilomètres de là. Pour ajouter aux complications, l'électricité de Churchill Falls devrait traverser la frontière du Québec pour avoir accès aux marchés concernés. Pour ce faire, CFL Co avait deux options. Conclure un accord avec le Québec ou convaincre le gouvernement canadien d'adopter une loi autorisant CFL Co à construire une ligne de transport d'électricité traversant le Québec. Étant donné qu'Ottawa hésitait à intervenir, l'option la plus réaliste était que CFL Co négocie directement avec le Québec. Toutefois, le gouvernement du Québec n'était pas intéressé à signer un accord qui permettrait à CFL Co de franchir les frontières de la province pour transporter de l'électricité jusqu'en Ontario et aux États-Unis. Il souhaitait plutôt qu'Hydro-Québec, sa propre entreprise de service public, achète de l'électricité de Churchill Falls à la frontière du Labrador. Une telle entente permettrait à Hydro-Québec de vendre ensuite cette énergie aux consommateurs canadiens et américains. En 1965, le premier ministre du Québec, Jean Lesage, a clarifié sa position en s'adressant aux médias. La première condition essentielle depuis le début des négociations, et cela a toujours été la même, est qu'Hydro-Québec devienne le propriétaire de toute l'électricité de Churchill Falls qui passe par la province de Québec à son point d'entrée dans la province de Québec. Nous n'accepterons aucune autre base de négociation que celle-là. Les négociations, fondées sur ce principe, ont été marquées par des difficultés et des tensions opposant souvent les deux premiers ministres. Il y avait trois principaux obstacles. Le premier obstacle concernait la limite territoriale séparant le Labrador du Québec. Le tracé avait été reconnu formellement en 1927 par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres, mais cette décision impopulaire a fait naître beaucoup de ressentiment au Québec. Le problème de la limite territoriale est demeuré un sujet délicat jusque dans les années 1960. Durant les négociations de Churchill Falls, le premier ministre Lesage a laissé entendre qu'une modification éventuelle de la frontière pourrait être un prérequis au développement des chutes. Smallwood a rejeté catégoriquement une telle possibilité. Le deuxième obstacle concernait la propriété de CFL Co. Au début des négociations, Brinco possédait 80% de CFL Co, tandis que la Shawinigan Engineering Company était propriétaire des 20% restants. Mais en 1962, le gouvernement du Québec a décidé de nationaliser toutes les compagnies privées productrices et distributrices d'électricité de la province. Par conséquent,
Les 20% détenus par la Shawinigan Engineering sont devenus la propriété d'Hydro-Québec. Brinko et Smallwood craignaient que ce changement de main crée un conflit d'intérêts lors des négociations entre Hydro-Québec et CFLCO. Brinko a donc proposé un compromis selon lequel le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador détiendrait lui aussi une participation dans CFLCO. Le troisième obstacle était l'argent. Combien la filiale CFLCO pouvait-elle charger à Hydro-Québec pour l'hydroélectricité de Churchill Falls? Les deux parties étant incapables d'arriver à une entente, les négociations ont été interrompues temporairement en 1964. Frustré, Smallwood s'est mis à la recherche d'une nouvelle façon d'acheminer l'électricité de Churchill Falls qui ne passerait pas du tout par le Québec. Baptisées routes anglo-saxonnes, ces lignes de transport utiliseraient des câbles sous-marins pour acheminer l'énergie du Labrador à l'île de Terre-Neuve, puis jusqu'aux provinces maritimes et aux États-Unis. Cette solution a finalement été abandonnée puisqu'elle s'est révélée trop coûteuse. Malgré les obstacles et les querelles politiques, les négociations ont finalement repris entre CFLCO et Hydro-Québec, mais elles ont avancé à petits pas. Les deux parties ont ultimement signé une lettre d'intention de 21 pages le 13 octobre 1966. Une lettre d'intention est un document écrit confirmant l'intention des parties de conclure un contrat à une date ultérieure. En règle générale, elle donne un aperçu de ce que les parties impliquées ont accepté de faire et elle sert de toile de fond pour la rédaction du contrat final. Dans la lettre d'intention de 1966, CFLCO accepte de vendre à Hydro-Québec environ 90% de l'électricité de Churchill Falls pendant une période de 44 années. En contrepartie, Hydro-Québec s'engage à assumer une partie des risques financiers associés à la construction de la centrale hydroélectrique. La lettre stipulait également que si CFLCO et Hydro-Québec souhaitaient renouveler le contrat lorsqu'il arriverait à échéance, ils pourraient simplement le renégocier. La lettre ne mentionnait pas de date précise pour la période de renouvellement, ni un prix pour l'hydroélectricité. Elle indiquait seulement que les conditions générales seraient acceptées par les deux parties. Selon cette lettre, Hydro-Québec aura le droit de renouveler le contrat d'électricité, définitif pour une autre période, à compter de la date d'échéance, selon les conditions générales relatives à la quantité et au prix qui pourront être fixés selon un commun accord. La construction de la centrale de Churchill Falls a commencé peu après la signature de la lettre d'intention en 1966. Toutefois, les négociations pour la rédaction du contrat final ont traîné en longueur pendant 3 autres années, un délai beaucoup plus long que prévu. Sans avoir de contrat en main, CFLCO et sa société mère Brinko ont trouvé de plus en plus difficile de financer le projet de construction de la centrale de Churchill Falls. Elles ont eu d'énormes ennuis financiers. Au cours de la même période, CFLCO a accepté de faire des concessions importantes à propos du contrat final, particulièrement à propos de la clause de renouvellement. Signé en 1969, le contrat final accordait à Hydro-Québec le droit d'acheter la plus grande partie de l'électricité de Churchill Falls pendant une période de 40 ans et à des prix fixés d'avance qui allaient diminuer avec le temps. Le prix a été fixé à environ 3 $ par mégawattheure pour les 5 premières années. Il allait ensuite diminuer par étapes jusqu'à ce qu'il atteigne environ 2,50 $ par mégawattheure au cours des 15 dernières années. Le contrat comprenait aussi une clause de renouvellement automatique autorisant Hydro-Québec à acheter l'électricité de Churchill Falls pour une durée supplémentaire de 25 ans, au prix encore plus bas de 2 $ par mégawattheure. Les spécialistes James Feehan et Melvin Baker ont souligné que la clause de renouvellement final était radicalement différente de celle qui avait été incluse dans la lettre d'intention, laquelle exigeait qu'il y ait négociation et accord mutuel pour tout renouvellement. Selon Feehan et Baker, le contrat prévoit maintenant un renouvellement automatique, sans qu'aucune signature ne soit requise, et que presque toute l'électricité sera vendue à Hydro-Québec à 2 $ par mégawattheure pendant 25 ans. Même dans le contexte de 1968, ce prix était extraordinairement bas. CFLCO, qui aura alors épuisé presque complètement ses fonds, a consenti à cela ainsi qu'à d'autres concessions. Le contrat de Churchill Falls de 1969 demeure une source de profonde controverse à Terre-Neuve et Labrador, laquelle a été intensifiée par une hausse des prix de l'électricité dans les années 1970. De nombreux spécialistes s'entendent aujourd'hui pour dire que le contrat présente une lacune majeure. Il n'inclut pas une clause d'indexation qui aurait permis une révision du prix de l'électricité
en cas d'augmentation du prix de l'électricité sur le marché. CFLCO a plutôt accepté de vendre l'énergie de Churchill Falls à Hydro-Québec à des prix fixés d'avance jusqu'en 2041. À partir de 2019, l'accord a rapporté près de 28 milliards de dollars au profit de Québec, comparativement à 2 milliards de dollars pour Terre-Neuve et Labrador. Au fil des décennies, Terre-Neuve et Labrador ont contesté la validité du contrat devant différents tribunaux, mais la plupart ont tranché en faveur d'Hydro-Québec. Une exception a toutefois eu lieu en 2019 lorsque la Cour d'appel du Québec a statué qu'Hydro-Québec conservait le droit de vendre l'électricité de Churchill Falls, mais avec un plafond mensuel rétroactif au renouvellement du contrat en 2016. Lorsque l'accord de Churchill Falls prendra fin en 2041, le plein contrôle du projet hydroélectrique sera confié à CFLCO.